Je m'appelle Evan, je suis le cofondateur et le CEO de Chipiron. Ouais. Moi, je m'appelle Dimitri, je suis le cofondateur et directeur scientifique CSO de Chipiron. Et voilà. Et donc, du coup, dans ce podcast, le but, c'est qu'on parle de plein de sujets. C'est la première édition, donc on va se chercher et on va essayer plein de trucs. Bon, première thématique proposée pour Oui, ce podcast, c'est pas des moindres. Si on repartait de zéro, qu'est-ce qu'on ferait de différent? Qu'est-ce qu'on ferait de pareil de ce qu'on a fait avec Chipiron? Il faut ouf, savoir que Dimitri et moi, c'est notre. Chipiron, ça a été notre. Donc, Chipiron, pareil, rappel, je pars un petit peu comme tout ça a été acquis. Chipiron, startup la plus stylée de France. bien sûr. On fait une nouvelle génération de machines IRM. C'est une boîte qui est très deep tech, qui se base sur pas mal de physique, pas mal de développement. Tellement de développement que ça fait 5 ans qu'on a démarré, qu'on est toujours en développement, qu'on est toujours passé sur le marché. C'est loin. Voilà, c'est long, parce que c'est dur, parce que technologiquement, on essaie de faire un truc qui est vraiment, vraiment pas simple, pour le coup. Le but du jeu, on ne fait pas juste ça pour le plaisir, créer une nouvelle génération de machines IRM, c'est pour avoir un vrai impact sur la prise en charge de certaines pathologies mortelles. Dans un premier lieu, la prise en charge du cancer du sein, c'est le premier use case qu'on vise. Et donc, du coup, question d'ouverture pour ce podcast. Donc, je le disais, pour Dimitri et moi, c'était la Ouais, première vraie grosse boîte qu'on faisait tous les deux. Vous ouais, avez déjà fait des projets entrepreneuriaux. Dimitri, zéro. pas moi, non. Zéro. Et donc, du coup, Chipiron, c'était notre première vraie aventure entrepreneuriale. Forcément, du coup, on a fait plein d'erreurs dès le début. On a fait plein de trucs de débutants. On a des bons réflexes depuis le début parce qu'on est tous les deux des Ouais, vrais entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on a vraiment ça dans le sang, dans l'ADN. On ne s'est pas inventé entrepreneur parce que c'était cool. On avait vraiment, vraiment un appel fort vis-à-vis de ça. Et franchement, je pèse mes mots quand je le dis. Mais malgré tout, on a fait plein d'erreurs. Et bah, rien que l'idée de Chipiron, je ne sais pas si quelqu'un qui aurait eu beaucoup d'expérience en entrepreneuriat, ou alors il a vraiment fallu avoir envie de faire juste une boîte à impact après beaucoup de succès entrepreneuriaux. ouais, mais si on n'avait pas été naïf, on l'aurait jamais fait. On l'aurait jamais fait, on n'aurait jamais imaginé que ça Bah, serait bien aussi sûr. dur, quoi. D'ailleurs, vu que la première question est très difficile, je vais manger cette banane Ah, parce bah, que tu ça fais me donnait bien. des forces, tu Faut vois. manger des calories, ouais. Voilà, pour répondre à des questions pareilles. Même si d'aucuns diraient qu'on ne consomme pas les calories, que Ah c'est ouais? une fake unité de mesure. Ah oui, c'est vrai, Bah pourquoi? ouais, bah parce qu'on la désintègre pas, quoi. Moi, quand j'étais petit, dans mes cours de physique, on m'a dit que l'énergie, ça se mesurait en calories. Mais Tu sais, ça, c'est c'est vrai. l'ancienne Mais ça, truc c'est des vrai. joules. Non, mais ça, bien sûr. Ok. Mais par contre, quand on mange, on Mhm. n'absorbe pas de la calorie. Ok. Tu vois, il y a pas une création de chaleur, il n'y a pas de. Alors, si parmi nos auditeurs, il y a des gens qui sont forts en biologie, ce Ouais, n'est pas mon cas, vous allez nous corriger dans les eh commentaires. ben voilà, faites Moi, donc. il m'a semblé que quand tu manges, et ça te donne des trucs, genre du sucre, des Hmm. protéines, et je crois que ça va dans les cellules. Ouais, Et en fait, ça va dans les cellules dont tu as besoin, genre dans tes muscles. Et là, tu as un truc avec l'ATP, mais je sais ouais, plus comment ça marche. ouais. Mais je crois que ça, Cycle de Krebs, tout ça, ça utilise des. Ah ouais? je crois. Ok. Ça Et ça, utilise et ça système. utilise du sucre Ouais, et ça fait de l'énergie, ouais, mais je sais ouais. pas sous quelle forme. Ouais, non, moi non plus, je sais pas c'est Répondez-nous quel. dans les Voilà, répondez-nous commentaires. dans les commentaires. Je j'ai pas Mais fait de boîte de biologie, du coup ça se voit. Mais Voilà. comme je regarde beaucoup les vidéos de tout ce qui est voilà, carnivore, cru, tout Ah ça, mais il y a oui, beaucoup c'est de vrai. gens très extrêmes Ok. qui disent des phrases extrêmes. Ok. Et moi j'aime bien les gens extrêmes, en tout cas de loin j'aime bien les gens extrêmes. Ouais, moi je suis pas J'aime trop bien me extrême, je nourrir crois pas. des idées extrêmes. Non, mais ok. Bon, du coup maintenant que tu as mangé ta banane, là, Pas presque, mais du coup tu vas-y, as je t'en plein, prie. t'as plein de joules et tu as plein de watts là, qui te sont Ok. du coup transvasés directement par Ok. intraveineuse là. Qu'est-ce qu'on ferait différemment? Moi je peux commencer Mhm. à répondre. Ce que je ferais d'abord dans un premier temps, ce que je ferais différemment. Faut savoir ce qu'on a fait du coup avec Dimitri. On a pris un peu le playbook classique, presque un peu SaaS. Voilà, on va dire un peu les réflexes dans le milieu de l'entrepreneuriat, de la startup, VC funded, c'est-à-dire quand on fait une boîte dont l'ambition c'est pas d'aller chercher la rentabilité dès le début par soi-même, mais plutôt d'aller chercher de la croissance ou d'aller chercher des ambitions de projet qui ne seraient pas possibles seul. Et bien on se dit qu'on va aller chercher du capital et donc du coup il faut qu'on réponde aux exigences des VC. Donc c'est quoi l'exigence d'un VC? C'est que concrètement ta boîte puisse valoir plusieurs milliards, plusieurs dizaines de milliards à horizon 5 à 10 ans. Voilà, un VC ne va investir que dans des boîtes comme ça. Et donc, il faut avoir une boîte qui, dans sa structure, dans son ambition, dans ses unit economics, dans son business model, puisse, en fait, ait un chemin vers ce type de valorisation. Il faut savoir que les valorisations ne sont pas nécessairement objectives, comme ça peut l'être, par exemple, de ce qu'une boîte de private equity ferait quand elle rachète une entreprise, par exemple une PME qui ferait des cagettes de légumes quoi, en bois. Bah voilà, là, cette boîte qui fait des cagettes, elle a un certain revenu, elle a une certaine croissance, elle a certaines marges, elle a un pool de clients qui pour beaucoup sont toujours les mêmes parents. Donc en fait, c'est très facile de prédire les revenus de la boîte dans le futur. Et donc on fait une valorisation en faisant l'espérance de gains futurs. Donc voilà, sur les 2-3 prochaines années, voilà combien je vais gagner. Donc aujourd'hui, je vais te payer ça avec un discount, avec un certain multiple. Il y a une méthode très rationnelle de valoriser ce genre de boîte. Pour les startups, en fait,
La valo, c'est simplement la valo à laquelle d'autres investisseurs sont prêts à acheter ta boîte. Donc si même tu n'as pas forcément de revenus, mais qu'en fait il y a une telle hype, un tel FOMO et une telle ambition derrière ta boîte, tu peux réussir avec des hypothèses qui sont hyper questionnables, on peut dire, aller chercher ces 10 milliards de valo alors qu'il n'y a pas encore forcément de revenus. Un exemple étant, par exemple, Anthropic, qui est en train de faire en ce moment une opération de liquidation secondaire pour les employés pour qu'ils vendent leur C'est shares. qui Anthropic? Anthropic, c'est la boîte qui fait Claude. C'est une des boîtes de Ah, modèles Anthropic. de modèles Ok. fondationnels, donc un La concurrent boîte d'OpenAI. d'IA, ok. Exactement. Et donc eux, ils font une opération de secondaire pour que les employés vendent leurs shares. Ils sont en train de faire une opération de 6 milliards à une valeur de 350 milliards. Sachant que c'est une boîte qui a quelques années, 2-3 ans, et que Apple ne vaut même pas 10 fois ça. Mhm. Alors que Apple existe depuis 30 ans et était la boîte la plus valorisée de tous les temps pendant très longtemps. Donc on voit bien comment une startup par rapport à une boîte industrielle peut réussir grâce à de la hype et à l'anticipation de revenus futurs qui sera encore plus massifs, mais en fait créer un peu un effet snowball. Ouais, bah c'est au niveau de les la valeur. effets de power law, comme on dit. Enfin voilà, c'est il se passe plein d'événements extrêmes dans ces Ouais. milieux-là et c'est pas du tout des lois linéaires, quoi. Exactement, exactement. Et donc du coup, tout ça, mon point, c'est pour dire que voilà ce que c'est que les règles du jeu auxquelles on joue quand on veut faire une boîte qui est VC-backed. Beaucoup des boîtes VC-backed sont des boîtes de SaaS, des boîtes de logiciels. Parce que, pour plein de raisons, c'est plus simple, c'est plus scalable par nature. Il y a très peu de gens qui, comme nous, se lancent dans une boîte hardware avec les règles du jeu, du VC. Donc on a suivi ce playbook dès le début, très software, dans comment recruter la team, comment se former, comment développer son ambition, ses unit economics, vers qui se tourner, création d'un advisory board, aller chercher des lettres d'intention d'achat, développer un MVP le plus vite possible. On est vraiment rentré dans ce truc-là. Et ça, je trouve qu'on l'a bien fait. Pour reprendre depuis le début Ouais. la question de qu'est-ce qu'on ferait Alors par contre, différemment. ça répond toujours pas à la question de qu'est-ce que j'aurais fait différemment. Exactement. Même si c'était extrêmement Mais intéressant. voilà, mais je commençais d'ailleurs Mais par merci. faire une première mise en contexte. Voilà ce qu'on a fait et je trouve que c'était quand même globalement pas mal. Ouais. Ça, je dois le dire. Bah franchement, moi je suis fier de plein de trucs qu'on a fait. Moi aussi. Surtout vu d'où on partait, tu vois. Mm. Alors toi, tu avais des expériences entrepreneuriales avant, moi pas du tout. Je pense que j'avais fait des trucs dans ma vie avant, genre faire une thèse, pour ceux qui en ont fait une, où il y a le même côté, tu te lances dans l'inconnu, tu sais pas ce que tu fais, tu apprends en faisant, etc. Tout ça, je le dis, ça dépend aussi un peu de comment tu fais ta thèse, dans quel contexte, avec qui, etc. Mais il y a quand même vachement ce truc-là, donc ça c'était mon expérience à moi, mais à part ça, j'avais aucune idée de comment fonctionne une startup, j'avais même aucune idée sur tout ce que tu viens d'expliquer, sur c'est quoi la valorisation d'une société, enfin je savais pas tout ça. Mm. Je savais pas ce que c'était la différence entre une boîte privée et une boîte sur un marché public côté. Bref, voilà, énormément de choses que je ne savais pas. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas du tout nécessaire de savoir ces choses-là pour se lancer, de la manière que c'est pas nécessaire de savoir comment on fait pour recruter quelqu'un, comment on fait tous les aspects juridiques, voilà. Je pense que toutes ces choses-là, c'est souvent ce que j'entends quand il y a des gens qui me posent la question ah, mais j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je sais pas comment faire, ça, je sais pas le faire. Je réponds toujours que il y a plein de trucs, c'est vraiment pas grave de pas savoir les faire. Mm. Ce qui compte avant tout, c'est d'en avoir envie, mais vraiment envie, pas juste ça a l'air stylé, mais vraiment c'est ce que je veux faire, me lancer dans un truc hyper incertain et donner toute mon énergie pour ça. Et en fait, déjà quand on a cette première condition, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'apprennent en faisant. Et bah complètement d'accord, complètement d'accord. Et c'est vraiment ce que tu as dit qui est hyper important pour moi, c'est là où on avait vraiment envie. Et en fait, je peux pas dire avec des mots la profondeur de vraiment envie, c'est crucial. Donc on a suivi ce playbook-là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on ferait différemment? Et moi, j'ai un premier truc. Ouais, Et ben en fait, je recruterais beaucoup moins. mais c'est exactement ce que j'allais dire. Petit, hein. Je te jure, Ouais. je vous jure, on s'est pas concerté avant, c'est exactement Ouais, ce ça, que c'est j'allais sûr. dire. Donc déjà petit 1. Chercher beaucoup plus de la croissance externe. Alors par croissance externe, en général, on entend acquérir des boîtes pour avoir d'autres activités, d'autres units en Ouais. interne. Je veux dire par là, plus fonctionner par des partenariats d'externalisation, Oui. de développement, beaucoup moins chercher à réinventer la roue depuis le début. Mais c'est normal, Ouais. aujourd'hui on a plein de réponses. Je dis pas que sans aucune information, si je refaisais chez Piron, voilà comment je m'y prendrais. Alors sur le côté moins recruté, je pense que oui. Sur le côté pas essayer de réinventer la roue, c'est parce que je sais à quel point ça a été difficile de faire des choses où on s'est rendu compte que peut-être que finalement les plus gros ordres de grandeur n'étaient pas à trouver là où on pensait les trouver. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, et pour les membres de notre équipe de Chipiron qui nous écoutent aujourd'hui, extrêmement content de vous avoir. Non, mais c'est vrai quand même, C'est sûr, disons-le. bien sûr. Si on a l'équipe qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a fait des choix
Il y a des gens qui sont venus à Chipiron, il y a des gens qui sont partis de Chipiron. Et moi, je suis hyper content de l'équipe que j'ai aujourd'hui. C'est plutôt dans l'histoire de la société. J'aurais pas fait les mêmes choix de recrutement à un instant T. Je pense que on a beaucoup eu le réflexe de vouloir résoudre des problèmes en recrutant quelqu'un. Ouais, En disant, ah, exactement. ce truc-là, il marche pas. Bon, on va recruter 2 personnes vachement fortes et en fait, ils vont résoudre le problème. Bah, dit comme ça paraît être une bonne Bonne idée. idée. Bah, en A fait, priori. le truc, c'est que si Ouais. tu fais ça, oui, ça peut beaucoup t'aider à résoudre le problème. Mais c'est vrai que si tu embauches des gens forts, oui, ils résolvent les problèmes. Ouais, Mais la vérité, c'est que bah, tu te mets du coup à cramer beaucoup plus de cash beaucoup plus exactement. vite. Et ça fait que tu as beaucoup moins de temps pour résoudre le problème. Et c'est pas vrai que en recrutant, si tu passes par exemple d'une équipe de 1 personne à 3 personnes, le problème il se résout pas 3 fois plus vite. Ouais, ça c'est Par clair. contre, tu crames 3 fois plus d'argent, tu vois. Ouais, En gros. ça c'est Donc, clair. voilà. Donc, ouais, j'aurais pas recruté dans le même ordre. Mm. Euh, et d'accord avec toi, Evan, que faire de la croissance externe, ça peut passer par de l'acquisition, ça peut passer par outsourcer beaucoup de choses. Maintenant, tu vois, aujourd'hui, on en est venu dans notre manière de fonctionner. Chez Piron, on travaille avec pas mal de sociétés externes. On va dire, il y en a 2, 3 un peu clés avec qui on travaille. Et c'est vrai que bah, ça nous a mis du temps. Moi, ça m'a mis du temps à comprendre pourquoi il fallait travailler avec ces sociétés, à les rencontrer, parce que ce pas des gens que tu rencontres en faisant des recherches Google, c'est des gens sur qui tu tombes presque par hasard. Le fait de Exactement. traîner dans des conférences, d'aller à des événements, de machin, et après par hasard, il n'y a pas de hasard, c'est juste que tu te crées plein d'occasions. Il y a une de ces occasions qui te mène à une intro, à machin, et tu découvres que cette boîte dont tu n'avais jamais entendu parler, Exactement. elle fait exactement ce dont tu as besoin, et tu commences à travailler avec eux. Mais ça demande juste de se pointer à plein de trucs. Ouais, exactement. Tu as complètement raison. Mais la raison, je pense, pour laquelle on les a pas trouvés plus tôt, parce qu'en fait, on savait pas que c'était une meilleure idée. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on pense. C'est une meilleure idée d'externaliser beaucoup de choses, et en particulier les choses Ouais. cruciales par les gens qui le font le mieux. Si je refaisais une boîte tout aussi ambitieuse que Shipiron aujourd'hui, du coup, je ne chercherais pas à recruter dans un premier temps. Je chercherais, en allant à plein endroit, explicitement, quels sont les meilleurs partenaires pour chacun et chacune de Ouais, nos c'est clair. technologiques. Et si on avait eu cette approche-là, ce qu'on ne pouvait pas savoir au début, évidemment, Bah ouais. on serait tombé beaucoup plus vite sur les partenaires qui Moi, aujourd'hui font j'étais des choses beaucoup bien trop un précieuses. noob pour savoir ça. Je suis C'est toujours un normal. noob sur Bah oui. plein d'aspects aujourd'hui, mais en tout cas, sur celui-là, je me suis un peu déniaisé avec les années. Et clairement, ça met beaucoup de temps à comprendre ça. Et parce Ouais, qu'en fait, pourquoi aussi ça met du temps? Parce que ça amène à se poser la question très difficile qui est, mais en fait, à quoi on est fort? ouais, Parce que quand tu commences et que tu es deux et que tu n'as jamais fait ça avant, et je sais pas, même là, on fait de l'IRM. Enfin, moi, quand j'ai créé cette boîte, pourtant, j'en suis le directeur scientifique. Franchement, je connaissais à peu près rien à l'IRM, hein, en vérité. Bon, je suis physicien, donc j'avais beaucoup de bases théoriques sur des trucs très fondamentaux. Je savais ce que c'était que T1, T2, je savais ce que c'était que le phénomène de résonance magnétique, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça. Et en tout cas, comprendre à quoi on est fort, ça a mis du temps. Et le fait de... Parce qu'il faut comprendre très précisément, genre on n'est pas fort à construire toute la machine IRM de A à Z, chacun des éléments. On est fort à l'assembler, à définir le use case. On est fort sur certaines briques technologiques très précises de la machine, pas toutes. C'est beaucoup de briques qui sont liées à la chaîne de détection notamment, mais pas que. Et il y a aussi beaucoup de software. Bon bref, je rentre pas trop dans les détails techniques, mais ce que je veux dire, c'est que bah, comprendre ce à quoi tu es fort, ça met du temps. Donc au début, tu essaies de tout faire. Et en fait, tu as des trucs que tu fais bien et tu te rends compte qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui savent le faire. Donc ça devient ton truc. Et puis tu as des trucs que tu fais, ça marche, mais genre c'est bof. Et après, tu te rends compte que quelqu'un le fait mieux que toi. Donc soit c'est quelqu'un que tu recrutes, ou soit c'est quelqu'un avec qui tu travailles, c'est une autre boîte. Mais ça, enfin, en vrai, j'aurais pas pu le savoir avant. Mais si je devais le refaire ouais, de zéro, ouais, je me poserais beaucoup plus ces ouais. questions-là, de décomposer la machine, dans le cas c'est une machine, mais c'est vrai pour n'importe quoi que vous faisiez. Ok, moi je suis fort à quoi? C'est quoi le truc que je sais le mieux faire au monde? Et si il y a une partie où c'est pas le truc que je sais le mieux faire, eh ben je trouve la personne Ouais, qui va le faire pour moi. exactement. Et à cette question, à quoi est-ce qu'on est les plus forts? Toi, c'est normal que tu te la poses sous le prisme de la technologie parce que Ouais, tu es directeur scientifique ouais, de la boîte. Moi, je me la pose aussi, mais plutôt du point de vue entrepreneurial. Et en fait, il y a un truc auquel on est fort, et ça, je me rends compte. C'est en fait, en tant qu'entrepreneur, quand tu as vraiment envie, ce que je qualifie pour ceux qui regardent ma chaîne depuis plus longtemps comme le haki des rois, en tout cas le penchant dans la vraie vie, à savoir vraiment cette force d'imposition, enfin ça vient d'où ça déjà le d'imposition, Haki des oui, rois? de One Piece. Ah ouais, stylé. De One Piece. Et donc, ce qui est dans le Haki des Rois est écrit, pour moi, c'est la combinaison de trois qualités que sont le courage, la détermination et la force. Et par la force, je veux dire la capacité à agir. Et pour moi, quand on a ces trois qualités-là, du coup, on est capable d'imposer sa volonté sur les autres. Et donc, si tu as vraiment envie, et bien du coup, et que tu as le Haki des Rois,
alors tu peux du coup imposer ta volonté. Et Oui. concrètement, comment est-ce que ça s'applique dans le cas où à quoi est-ce qu'on est meilleur? En fait, en tant qu'entrepreneur, quand on est vraiment un entrepreneur, on a un avantage structurel énorme qui est le fait que on a l'agency, comme disent les Américains, donc en gros la capacité à se fixer des objectifs et à s'imposer une pression, un timing, un momentum tout seul qui fait qu'on déplace des montagnes. Et en fait, il y a beaucoup, par exemple, comment est-ce que je m'en suis rendu compte? Et bien en fait, il y a des projets académiques dans notre domaine qui visent la même chose que nous, le même marché, même type de technologie, et qui ont reçu des subventions de 25 millions du département, par exemple, de la santé aux États-Unis. Voilà, pour ne citer qu'un seul projet. Et en fait, il y a eu plusieurs fois des nouvelles un peu comme ça où je voyais des projets académiques qui étaient très très bien financés et qui essaient de faire la même chose que nous, avec des gens qui, pour le coup, comme le disait Dimitri, qui, contrairement à lui, savent très bien faire de l'IRM de base. En fait, s'ils obtiennent des tels financements dans l'académie, c'est parce qu'ils sont experts et c'est des gens renommés qui ont publié, qui sont cités exactement sur ce cas d'application. Sur le papier, on se dit putain, mais c'est effrayant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire par rapport à eux? Et en fait, les années passent et tu te rends compte que, à part publier des papiers, il n'y a pas beaucoup de produits qui sortent. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand on n'est pas entrepreneur, on peut être excellent scientifiquement, mais si on n'est pas un entrepreneur, on n'a pas cet avantage de la capacité à aller mettre de l'urgency sur tout le monde et en fait de faire bouger les choses. Putain, mais un produit, par défaut, ça sort pas. Alors ouais, après, là, Evan, je vois que tu parles vraiment comme un entrepreneur, dans le sens où c'est évident, mais il faut quand même le rappeler, des équipes académiques, c'est pas leur but Bien de sûr, sortir des oui. produits. Et leur but, c'est de publier des papiers, de faire avancer la science. Et les groupes que tu cites, il y en a quand même quelques-uns dans le monde qui sont très forts, qui bossent sur le même sujet que nous, des sujets très proches, avec qui on collabore pour certains. Et en fait, leur but, c'est de faire avancer tous les aspects de la machine IRM Bachan, de tester certains cas d'usage. Mais pour la plupart, alors il y en a certains qui vont spin-off des boîtes, ça existe. Nous, on n'a pas spin-off, on a vraiment fait, on va dire, j'aurais dire à l'américaine, même si aux États-Unis comme en Europe, il y a les deux modèles, mais le choix qu'on a fait avec Evan, c'est un truc qui se voit plus aux États-Unis qu'en Europe, qui est de partir vraiment de zéro. Donc oui, ce que je disais, c'est qu'il y a des groupes académiques où ça peut spin-off, mais il y en a beaucoup, ils vont continuer de faire avancer la science sans se poser les questions qui Oui. vont au-delà de on fabrique une machine de laboratoire Ouais. qui, dans des conditions de laboratoire, va permettre d'obtenir tel et tel résultat. Oui. Pour donner un exemple hyper précis, ça pourrait être tu fais une IRM du cerveau d'un volontaire dans ton laboratoire et tu constates que tu peux observer telle ou telle zone anatomique, telle ou telle lésion si c'est un patient, etc. Mais ils ne vont pas forcément se poser la question de OK, la machine, il faut qu'elle ait quelle forme factor, quelle ergonomie pour être utilisée dans un environnement clinique, il faut qu'elle soit soumise à quelles normes, il faut qu'elle coûte combien à fabriquer, que ce soit quoi le business model, que ce soit qui le client et c'est quoi le cycle de vente. Et ça, c'est des questions qu'un labo académique ne se pose pas et que nous, on se pose. Et c'est ça qui fait la grande différence. Exactement. Exactement. Je suis complètement d'accord, on se pose des questions différentes. Mais je reste aussi, pour le coup, même si la précision est essentielle, même s'il se posait les questions, être un entrepreneur ou pas, ça va se mesurer par la capacité à Ouais, je suis aller d'accord avec agir toi. et en fait mettre continuellement cette pression en permanence alors que rien ne t'impose de l'avoir ou de la mettre. Il faut savoir que nous, il n'y a personne au-dessus de nous. Alors on pourrait dire si à nos investisseurs, mais en fait, dans les faits, non, il n'y a personne au-dessus de nous. Si on faisait de la merde, nos investisseurs, ils ne pourraient pas y faire grand-chose, Ouais. à part derrière nous terminer d'un point de vue réputation, évidemment, mais voilà, ce n'est qu'un engagement moral. Nous, on est les mandataires de Chipiron. Chipiron est une entité morale. Si nous, on s'en va, Chipiron existe en tant que tel, c'est pas nous. Mais donc, c'est vraiment le fait d'avoir un vrai entrepreneur se mesure par cette capacité à s'imposer un rythme et avoir de l'agency et se sortir les doigts, Ouais. mais pas pendant 3 semaines, pas pendant 6 mois, mais pendant 10 ans sur la même boîte, quoi. Alors pourquoi on fait ça? Alors, pourquoi on fait C'est ça? quand même une drôle d'idée, hein. Ça, c'est une drôle d'idée, c'est clair. Parce que si Ouais. c'était juste un motif financier, genre on se dit, Ouais. Ouah, si on vend la boîte X, eh ben, on pourrait devenir super riche. Bah, je pense que c'est pas le meilleur choix à faire. C'est C'est clair. c'est juste En ça. termes d'espérance de gain, ouais, c'est pas. En termes d'espérance, c'est clair. exactement, si tu multiplies la probabilité que ça arrive par le gain potentiel, Divisé par la quantité d'efforts aussi. divisé Encore pire. en C'est encore plus, pire, là. ouais, je pense que. En tout cas, L'espérance de gain si vous nous normée écoutez, par si vous l'effort. voulez juste devenir riche, ne faites pas ça. Enfin, C'est clair. moi, j'aimerais bien que vous faisiez ça parce que je pense que c'est important de faire des Ouais. boîtes de technologie aujourd'hui, Mhm. mais pour plein de raisons. Mais en tout cas, si c'est juste pour faire de l'argent, franchement, voilà, réfléchissez à autre chose. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Moi je dirais que parce que j'ai pas le choix. Ah ouais? Ça s'impose à moi. Je pourrais pas avoir envie. Alors C'est tu parles de marrant, ça. l'entrepreneuriat ou tu parles de Chipion spécifiquement? Non, de Oui, l'entrepreneuriat. voilà.
De Parce qu'après, ça pourquoi. serait une autre histoire de pourquoi est-ce Non, qu'on on est. va dire dans Ouais, l'entrepreneuriat, ouais, dans le dans genre qu'on fait l'énergie. nous. Ouais, dans le genre qu'on dit C'est-à-dire deep deep tech, tech, hardware, voilà, trucs bien comme ça. médical, Parce que je télé. veux pas non plus faire. Alors, il y a plein de caractéristiques communes. On dit l'entrepreneuriat, mais si tu es un entrepreneur qui vend des formations sur Internet et quelqu'un qui fabrique une machine IRM, bien sûr qu'il y De a des métier. Oui, similarités, oui. mais Il y a des bon, il points y a communs, quand hein. même beaucoup de différences, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Et ouais, donc du coup, moi, j'irais parce que j'ai pas le choix, parce que c'est ce dont j'ai envie, en fait, faire un Ouais, projet dur, stylé. En fait, la réalité, c'est que moi, ce que je voulais faire, c'était un projet à impact stylé, où ouais, tu es fier de ce que tu fais, et pas t'es fier, ouais, genre tu te clairement. racontes, genre, ouais, j'éduque les gens pour leur de prendre leur liberté en main. Ce qui, je ne le critique pas en soi, mais Bah, c'est stylé aussi, mais c'est autre chose. voilà, c'est autre chose. J'avais vraiment envie de faire un truc où, putain, mais objectivement, là, t'augmentes l'accessibilité à l'IRM, plus facile d'accéder à l'IRM, plus facile d'accéder à un diagnostic de qualité, plus facile d'être screené, d'être diagnostiqué à temps, plus facile d'être soigné mieux. Bah, pas besoin de faire beaucoup d'explications pour comprendre que c'est positif. Donc moi, c'était un truc comme ça que je voulais faire. Et surtout, je voulais le faire avec quelqu'un avec qui il y avait une alchimie humaine qui était évidente. Bah ouais, Et donc, c'est ça qui explique aussi pourquoi est-ce que c'est un truc aussi ouais. dur. J'aurais pu faire un truc peut-être moins dur avec, Ouais, avec une version de toi qui aurait une personnalité, des intérêts différents. ouais, et surtout que je suis convaincu que enfin, monter une boîte, c'est très dur. Et c'est ce qu'on nous avait dit à Entrepreneur Force, je me souviens, je sais plus qui à IF nous avait dit ça, mais c'est une phrase qui m'est restée gravée. C'est en fait, monter une boîte, c'est dur. Monter une boulangerie, c'est très dur. Monter une startup deep tech, c'est très dur. Donc il faut vraiment se poser la question de, bah, c'est vraiment quoi que tu veux faire. Dans Ouais, tous les cas, ça va être très difficile. exactement. Et me concernant, j'ai besoin d'avoir vraiment un truc qui me dépasse. Je pense que c'est pour ça que je fais ça. Bien sûr, il y a le côté, je suis fier de ce que je fais. Je me dis, waouh, on fait une machine qui va changer des choses dans la santé publique, si ça marche et tout. Ouais, Donc c'est incroyable, ça c'est important. Mais c'est pas du tout juste ça. C'est le truc le plus important. Je crois que j'ai besoin d'avoir un boulot dans lequel il y a un truc qui me dépasse complètement, dans lequel ça m'a l'air. Je me lève le matin en me disant, c'est trop dur pour moi et pourtant j'essaye. Et c'est ce truc-là qui me motive énormément. Et ça, un autre aspect qui est important pour moi, c'est de te dire, de me dire, c'est à quoi que je suis fort en fait. C'est quoi qui, alors, je sais pas, j'ai fait des études scientifiques en physique. J'étais plutôt bon. J'étais pas du tout le meilleur physicien de ma génération, mais pas parmi les meilleurs, mais j'étais plutôt bon. J'aurais pu continuer dans une carrière académique. Je pense que ça m'aurait plu à certains aspects, mais il y avait le truc de j'avais envie d'apprendre des nouvelles choses et de faire un truc qui, voilà, que je disais, qui me dépasse complètement, qui a l'air beaucoup trop gros pour moi. Et je pense que c'est la seule manière que j'ai trouvé de le faire, c'est dans l'entrepreneuriat. Et aussi avoir un métier où tu as l'impression de faire vraiment bouger les choses. Je crois que je suis quelqu'un qui supporte absolument pas le statu quo. J'ai eu d'autres vies avant de faire ce boulot. J'ai bossé notamment dans la finance, enfin dans le contrôle des assurances pendant un an, chez côté régulateur, donc à la CPR, pour ceux qui connaissent. C'était un boulot qui m'a appris plein de trucs, qui en vrai était passionnant parce que bah, j'étais jeune, j'avais 27-28 ans, je regardais des enjeux stratégiques de grosses sociétés d'assurance, j'ai appris plein de trucs, mais il me manquait le côté bouger les choses. Genre, dans une grosse institution, tu fais pas bouger les choses dans une grosse institution, du moins pas à la vitesse à laquelle j'aimerais qu'elle bouge, pas à l'échelle à laquelle j'aimerais qu'elle bouge, moi tout seul. Et c'est ce truc-là aussi je suis allé entrepreneur first presque par hasard. Alors, je pense qu'il n'y a pas de hasard non plus dans la vie. J'étais probablement aussi fait pour ça, mais quand même, j'y suis un peu allé par hasard. Et là, je me suis dit, waouh, mais ça correspond exactement à ce truc un truc qui me dépasse et vraiment faire bouger les choses à une grosse échelle, quoi. moi, il y a un truc dont je me suis rendu compte aussi que j'imaginais pas au début, c'est que alors j'aurais pu m'en douter vu à quel point c'était important pour moi la relation que j'avais avec mon cofondateur. En fait, l'aventure humaine dans l'entrepreneuriat, c'est un truc qui, je me rends compte, est hyper important pour moi. Et en fait, en faisant un truc aussi dur, la réalité, c'est qu'on attire des gens qui sont quand même super forts. Les gens qui réfléchissent Ouais, comme toi, qui ouais, veulent c'est faire part clair. de projets qui les dépassent, qui les rendent fiers, qui les rendent humbles, et qui sont extrêmement compliqués techniquement. C'est un truc que je n'avais pas du tout anticipé. En fait, si on avait fait un software de RH comme ce que j'avais proposé au début, on n'aurait probablement pas attiré des profils comme ceux qu'on a ici. Et en Ouais. fait, c'est alors moi, à tort ou à raison, j'ai grandi en me sentant pas du tout à ma place parce que les gens autour de moi partageaient pas les mêmes ambitions. Je me sentais globalement plus intelligent que les gens autour de moi, sans aucun jugement, quel qu'il soit, mais en tout cas, je m'ennuyais beaucoup et j'ai beaucoup souffert de ça dans mon adolescence. Depuis que j'ai démarré chez Piron, je me suis jamais autant pas senti le plus intelligent de la pièce
que ça, quoi. C'est Enfin, tellement bien ça. c'est C'est tellement. tout le Ah, monde ça, autour de mais. moi. Il n'y a personne que je peux prendre pour un con. Il n'y a personne qui, s'il dit un truc que je comprends pas, je me dis il est débile. À chaque fois, je me dis oula, attends, qu'est-ce que j'ai pas compris? Et effectivement, quand je creuse, j'avais pas compris un truc. Ça Ouais. fait longtemps que je suis pas du tout, mais alors pas du tout, le plus intelligent espion. Je pense même que je suis dans les derniers. Mais ça, c'est un privilège de malade. Et Vraiment, ça, c'est vraiment un je truc de pense fou que c'est furieux. pas assez dit, mais en Ouais. fait, quel bonheur de bosser avec des gens hyper intelligents tout le temps, et c'est un privilège. Mm. Il n'y a, y a pas d'autre mot. Ça m'a fait penser tu sais, quand on parlait de, ben, ok, il y a des raisons pour lesquelles on veut monter une boîte et tout ça. En fait, à la fin, à quoi t'es fort? Parce que tu vois, Ouais. toi et moi, on dit, bah, justement, t'es entouré de gens hyper brillants, et en fait, t'es entouré de gens qui sont tous plus forts que toi à tout, en fait. Tu vois ce que je veux À dire? chacune des choses. Genre, moi, par exemple, c'est pas moi, enfin, vous en doutez, hein, mais c'est pas du tout, moi qui construis la machine à rêve. C'est plein de gens super forts, c'est toute une équipe qui construit cette machine. Et alors, bien sûr, j'ai un rôle hein, qui est de donner une direction, etc., tous les rôles de l'entrepreneur. Mais voilà. Et donc, en fait, ça me rappelle, c'était une phrase du CTO d'Alan, Charles Gorintin. Ah oui, Tu sais, Dalan. Charles, Oui, le Dalan. CTO Oui. d'Alan. Et j'avais entendu une interview de lui, il a dit un truc qui était tellement cool, enfin, qui m'a tellement parlé. Il disait, alors je vais le paraphraser, j'espère ne pas trahir ce qu'il a dit. Il a dit que lui, il était vachement fort. Enfin, il n'était pas fort à plein de trucs spécifiques, un peu ce que je viens de dire, mais en tout cas, il trouvait qu'il était fort à être un débutant. Et en fait, c'est une phrase qui m'a beaucoup parlé, c'est ce truc de, ben, t'es tout le temps un débutant dans ce taf, tu vois. Par exemple, là en ce moment, on est en train de établir une stratégie de manufacturing, donc de fabrication à échelle industrielle pour notre produit. Donc c'est un produit qui, bah, vous en doutez, une machine IRM, c'est un peu compliqué. Comme produit, c'est une grosse machine avec plein de bouts et tout ça. Et tu as fabriqué un prototype dans ton labo, c'est une première étape. Déjà, ça c'est dur. Après, il faut fabriquer, pas un prototype de labo, mais une machine dans laquelle tu as le droit de mettre des humains dedans. C'est un produit, un premier produit pour faire un essai clinique. Et déjà, ça c'est dur. Et après, tu as un autre truc encore plus dur, c'est réussir à print 1000 fois ce Ouais, truc-là de exactement. manière hyper reliable, hyper voilà, tous les ans. Bon bah ça c'est encore un autre truc. Et là je suis en train de travailler là-dessus. Et en fait, qu'est-ce que j'en sais moi de comment on fait ça? Exactement. Déjà à la base je savais pas comment on faisait une machine IRM, maintenant je sais. À la base je savais pas du coup comment on faisait un produit, maintenant je commence à bien savoir. Et là pour le coup industrialisé, là je t'avoue que même encore aujourd'hui, Ouais, c'est bah clair. franchement je sais à peu Ouais. près pas du tout. Ouais. Et bah, c'est toujours pareil, bah, comment tu fais quand tu sais pas? On a la chance d'être maintenant quand même assez bien entouré, donc j'appelle nos advisors, je demande des conseils, je vais poser plein de questions hyper naïves à des gens, mais qui du coup trouver des gens bienveillants, qui me donnent de leur temps, et c'est génial d'être dans ce milieu. D'ailleurs, si vous savez comment faire, Voilà, n'hésitez pas à le voilà, dire. si vous êtes super fort en industrialisation d'une machine IRM, typiquement passer de 10 à 100 unités, eh bien mettez un commentaire, écrivez-nous un mail, voilà, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Donc voilà, et donc ce que je dis, c'est que bah, je pense que je suis pas mauvais à aller chercher des réponses et commencer à faire moi-même, c'est-à-dire aller parler à des manufactureurs, mettre en place le truc. Par contre, au bout d'un moment, Mm. bah, en fait, tu embauches quelqu'un qui sait le faire beaucoup mieux que toi et tu lui files le bébé. Et en fait, notre boulot, c'est beaucoup ça. Au début, tu fais Ouais. des trucs auxquels tu n'es pas très fort. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, tu embauches quelqu'un qui le fait mieux que toi et tu lui donnes le truc. Tu fais voilà, j'ai fait le début, j'ai tout dégrossi. Et ben maintenant, débrouille-toi. Et voilà. Et en fait, si je devais résumer mon métier, en vrai, mon métier, c'est ça. Ouais. Faire des trucs auxquels je suis pas Ouais. fort, mais quand même le faire. Et une fois que c'est suffisamment, ça a un peu une certaine forme, le refiler à quelqu'un de meilleur que moi. Bah C'est voilà. exactement ça. C'est exactement ça. Et vraiment, ce qui est sous-coté, c'est le côté. Euh, T'as pas la réponse, tu sais même pas si tu te poses la bonne question, mais faut que tu ailles chercher, faut que tu saches. Et t'as personne pour t'aiguiller, quoi. Moi, de façon analogue à Dimitri, en ce moment, mon grand sujet, c'est le remboursement, donc c'est le business model. Parce que dans la santé, quand on fait pas de la santé en privé, quand on compte sur les organismes de remboursement, la sécurité sociale en France, les assurances santé aux États-Unis, eh bien, il faut savoir comment ça se passe en fait. Et puis d'un hôpital à une structure privée, c'est différent. Vous voyez, rien qu'en France, par exemple, on a la sécurité sociale, ça, on est tous... et le système est quand même relativement peu complexe parce qu'il n'y a pas trop de privé. En tout cas, pas du tout à la même mesure qu'aux États-Unis, en France. On a la sécurité sociale. Après, un praticien, il peut être conventionné Optam 1, Optam 2, Optam 3. Ensuite, il peut ne pas être conventionné. Après, donc ça fait que des prix différents. Donc il y a le premier, c'est un premier prix. Deuxième, c'est prix avec dépassement encadré. Troisième, c'est prix sans dépassement encadré, mais avec suggestion
de la part de la Sécu, et des trucs comme ça. Et en plus, il y a derrière les mutuelles qui vont prendre un reste à charge plus ou moins grand. Aux États-Unis, c'est encore plus compliqué parce que les montants sont tellement énormissimes que si on se loupe, le business model n'est plus du tout viable ou alors il est tellement pénalisant pour le potentiel patient qu'il ne va pas s'en servir. Donc il faut vraiment comprendre, et c'est que des organismes différents, et il faut parler avec tout cela. Et en fait, tu es en mode, je sais pas, tu vois, de prime abord, tu dis, bah, je fais une IRM, ça va être remboursé comme une IRM classique. Et en fait, quand tu creuses un peu l'iceberg, tu te rends compte que, bah, pas forcément. En fait, il y a des gens qui disent, bah non, il y a des horror stories de boîtes qui ont tout fait parfait. Et en fait, ils arrivent et derrière, on leur dit, bah non, moi, je rembourse pas ton truc parce que ABC que t'as pas intégré dans ton essai clinique. Donc, et après, tu te dis, mais attends, mon essai clinique, il doit. Et en fait, tu découvres l'iceberg de plus en plus, et en fait, tu sais pas la forme qu'il a au début, mais tu essaies de l'investiguer. En fait, t'as personne. Il y a un stade à partir duquel, quand tes problématiques commencent à devenir trop spécifiques, il n'y a plus personne qui peut t'aider. Nous, par exemple, on a une Ça, c'est spécificité très vrai, ça. qui est qu'on fait un medical device gros, qui est très compliqué à faire. C'est-à-dire qu'avant qu'on en fasse 100 unités par an, là, pour l'instant, on est capable de faire même pas une machine par an pour l'instant. Donc, si on a envie de tester plusieurs hypothèses, si je faisais un device qui coûtait 100 balles et 2 jours à faire, toutes les questions de remboursement et tout, on les accélérerait, on les paralyserait en donnant des devices à tout le monde. On ferait des essais cliniques dans plein de sens, on faisait des itérations sur le produit hyper rapide. Là, nous, on part dans un tunnel d'1 an et demi quand on se met d'accord, quand on signe avec quelqu'un pour faire une machine. Tout doit être anticipé à l'avance alors qu'on n'a jamais fait nous-mêmes. Donc en fait, on est en permanence en train de réfléchir. Donc là, par exemple, moi, le remboursement, c'est 2029, en gros. Dimitri, le manufacturing, c'est 2028, je dirais. Et là, on est début 2026 et c'est des questions avec lesquelles on est en train de se torturer parce qu'on sait à quel point. Nous, on fait vraiment des échecs avec un lag de 3 minutes, quoi. Donc le mec, il a le temps de jouer 4 coups et il faut se dire quel coup il va jouer pour que le mien, au moment où il va vraiment être effectué, c'est quelle horreur, quoi. Ouais, en fait, t'es tout le temps en train de. T'as que des problèmes de poulet d'œuf. Tout le Tout le temps. temps. Tout le temps. C'est que ça. Tout le temps. C'est, ah, mais je dois avoir l'info A, mais l'info A dépend d'une autre info B qui elle-même dépend de l'info A. Et donc, en fait, t'es obligé de faire des guesses Ouais. sans arrêt. Et tu dois répondre avec aplomb parce que sinon Ouais. les gens ils te suivent pas. Exactement. Ils disent ça coûte combien? T'as besoin de quel spec sur tel truc? Je fais bah X, tu vois. T'as besoin de quelle homogénéité pour ton aimant? 10 ppm. Pourquoi? Parce que comme ça mon T2 étoiles il est suffisamment long, je peux faire ce que je veux. Ok, mais en fait, pour ceux qui connaissent l'IRM et qui ont compris ce que je veux dire, vous savez que ça c'est pas vrai tout le temps. Que en fait t'as plein de séquences où tu peux relaxer cette condition, etc. Mais t'es obligé de te fixer certains paramètres en disant, tu sais quoi, ça a l'air bien de partir sur cette base-là, ce qui me paraît raisonnable. Hop, et t'avances. Et t'avances suffisamment jusqu'au moment où, ok, là t'as les ingrédients pour pouvoir fixer ton truc beaucoup mieux. Mais tu passes ton temps avec des problèmes de poulet d'œuf comme ça, où on te demande plein de trucs que t'as pas encore, que tu sais pas encore. Ouais. Bah, tu dois faire des estimations un peu éduquées, mais ça reste des estimations Et ouais. avancées. Le truc numéro un, enfin ça a été dit, redit, mais je pense qu'on ne le dira jamais assez. Le truc le plus important de tout, c'est d'aller vite. C'est Ouais. le seul. En fait, à l'ordre zéro, c'est le seul truc qui compte. Exactement. Pourquoi? Et c'est très lié à ce que je viens de dire avant sur le truc de poulet d'œuf. Parce que comme tu fais que des trucs de poulet d'œuf tout le temps, il y a plein de tes hypothèses qui sont fausses. Il y a une seule manière de se rendre compte quelle est la bonne hypothèse, c'est de se planter. Mais du coup, tu dois te planter vite. Parce que tu brûles du cash tous les mois quand tu as Ouais, une deep tech, exactement. tu n'as pas encore de produit sur le marché. Et donc, chaque jour coûte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, tous les jours. Et Exactement. donc, en fait, le plus vite tu te trompes, ou alors dans certains cas, heureusement, il y en a, tu te trompes pas et tu t'avances, voilà. Et ben, le plus vite tu as toutes ces réponses, et ben, le plus vite tu as des réponses à tes guesses de poulet d'œuf, et le Ouais. plus vite tu peux avancer. Et donc, Exactement. à l'ordre zéro, c'est pour ça que dans n'importe quel bouquin d'entrepreneuriat, pas que Deep Tech d'ailleurs, Ouais. évidemment, tout le temps, on dit le truc numéro un, c'est speed of execution. Ouais. C'est pour ça que les VC, c'est ce qu'ils cherchent en général en premier Exactement. chez une équipe, particulièrement les petites équipes un peu seed stage, etc. Est-ce qu'ils exécutent vite? Parce qu'ils savent que comme ça, ils vont se tromper vite et ils vont trouver les Exactement. réponses. Et ce que tu dis, c'est très vrai pour le cash. Et juste à titre indicatif, à Chipiron, on est dans les 5 figures, donc dans les 5 chiffres par jour de dépenses qui sont incompressibles parce que c'est lié à des OPEX, du recurring, des loyers, des salaires. Ça me fait Pas des des choses frissons qui dans le sont- dos, mec. Ouais, voilà, c'est pas des choses qui sont élastiques. Donc effectivement, chaque jour coûte très très cher. Mais aussi, en plus, même au-delà de ça, il faut aller très très vite parce que c'est tellement... en fait, c'est multiplicatif, ça compound. On a besoin de 1000 bonnes réponses pour avoir un produit qui va sur le marché de façon successful. Avoir tort coûte pas trop cher. Et ce qui compte, c'est en gros, s'il te faut 20 ans pour avoir les 1000 bonnes réponses, c'est même pas la peine en fait, parce qu'entre le moment où tu commences et dans plus 20 ans, c'est impossible que que ton produit fit au marché. Il y aurait eu trop de changements, il y aurait eu trop de nouveaux acteurs, trop de disruptions. Et tu aurais besoin de trop d'argent. Tu aurais besoin de trop d'argent, mais même si on retire la variable argent de la table, à la rigueur, pour une raison inconnue, soit ça te coûte rien de faire une boîte, soit tu as Ouais. du funding infini.
Mais en fait, tu peux pas te permettre. Donc, tu es obligé de le plus rapidement possible avoir ces 1000 bonnes réponses. Et comme le trial and error et le fait de ne pas avoir peur de se planter est en général le facteur le plus. La meilleure méthode, parce qu'en fait, comme tu es en permanence un débutant et que tu veux tout le temps faire des educated guess, en fait, c'est des guess. Donc, en fait, idéalement, si tu peux piquer 4 fois une réponse pour essayer d'avoir la bonne, et ben ça vaut le coup. Et donc, du coup, comme ça compound, et si tu mets en fait 10 jours à chaque fois pour avoir une bonne réponse, en fait, il va te falloir 10 000 jours. Mais si par contre, il faut 2 heures pour avoir une bonne réponse, et ben ça n'a rien à voir à quel point ça compound le fait que tu atteignes le marché en temps et en heure, quoi. Donc, c'est doublement important d'être capable d'aller Ouais, vite. D'aller vite. Pour ouais, des ouais. questions d'argent et pour des questions simplement de viabilité de l'existence même du projet, quoi. On a parlé de tellement de trucs, Evan, je sais Je même pense que plus de c'est quelle un, question on est je parti. pense que c'est un bon wrap-up là. On est sur le timing que j'avais en tête. C'est vrai, c'est un bon wrap-up. On a parlé de plein de trucs. Ça a commencé par qu'est-ce qu'on ferait différemment, qu'est-ce qu'on Ouais. ferait un peu pareil. Je pense qu'on a répondu à pas mal d'aspects en tout cas C'est liés à ça. c'est quoi la conclusion de tout ça, là, pour donner une petite conclusion à La conclusion, cette c'est que première c'est séquence? dur. Que si ça vous fait peur, et ben il faut pas en faire. C'est dur de quoi, de monter une boîte? T'es une Mais boîte ça, je dure. pense qu'ils le savent, les gens qui nous écoutent, non? Peut-être, mais c'est toujours bon de le rappeler, quoi. C'est dur. Si vous le faites, il faut que vous fassiez si vous n'avez pas le choix, parce que c'est le seul truc qui vous donne envie. Mais alors ça, c'est ouf que tu dis ça. Parce que toi, tu penses que t'as pas... Mais c'est vachement Ouais, intéressant, ouais. t'as pas le choix. Bah, c'est-à-dire que quoi que ce Genre, soit d'autre, il serait faut moins que tu le bien. fasses. Quoi que ce soit d'autre. serait Ah, moins ok. bien. Mais tu C'est ça que je veux choisis dire. quand même le truc dur et mieux. Oui, Le exactement. choix, il est là. Ok. Quand tu dis t'as pas Ok. le choix, c'est genre, Oui. genre, il faut le faire. Non. Mais je ressens un peu ça aussi, donc Ouais, je vois où tu c'est veux ça. en venir. Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir, à part Ah, le mais fait pareil, d'avoir mec, succide dans le projet. mais pareil. Et si genre là, j'avais plus Chipion, je referais Chipion en fait. Oui, voilà, exactement. Et genre, le même problème. Je pense que c'est un problème qu'il faut résoudre et qu'on va le faire. Exactement, Donc on va le c'est. faire. Donc, Après, on a dit si vous voulez devenir riche, faites pas ça. mais C'est justement, pas- parce que nous, c'est pas. Bah, tant mieux si on devient riche, mais Mais je bien veux sûr. dire, Non, mais c'est ça reste pas le ça. truc numéro un. Non, mais ça reste hyper important. En tout cas, pour moi, ça reste hyper important. Pour moi aussi, c'est important, Bien bien sûr. Le succès, Pour, il se pour mesure moi, aussi par le succès pour moi financier. aussi, c'est important. Mais en tout cas, bref, si c'était juste Ouais. ça, on ferait autre chose. Mais ça, on Exactement. l'a déjà dit. Exactement. Donc on a dit ça, et puis après on a digressé sur tout un tas d'aspects liés à l'entrepreneuriat, liés à la science, au fait de ce que c'est l'entrepreneuriat dans tous ces Ouais, aspects, quoi. bah ouais. Voilà, moi je le dis aussi plus lié à mon parcours personnel, mais s'il y a des scientifiques qui nous écoutent, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui se posent la question de la création d'entreprise, parce que c'est une question que j'ai souvent quand j'interviens, que ce soit en donnant des cours, des confs et tout, auprès de doctorants ou de gens en master et tout ça. C'est énorme, hein, de monter une boîte, franchement, faites-le. Je suis ravi de voir qu'en France, il y a de plus en plus de gens qui font ça, voilà, des sujets qui nous touchent de près. Enfin, je regarde par exemple dans les boîtes dans les technologies quantiques ou des trucs comme ça, des trucs médicaux, je vois de plus en plus de jeunes entrepreneurs se lancer. C'est tellement bien, franchement, faites-le. C'est un truc ça aide tout l'écosystème scientifique. C'est un peu deux jambes du même corps, Ouais. la recherche fondamentale appliquée d'un côté et de l'autre côté la création d'entreprise. C'est vraiment des trucs qui font avancer la science. Le côté évidemment recherche fondamentale appliquée, ça fait avancer les fondements de la science dans les laboratoires. Et le côté entrepreneurial, ça met ces technologies-là sous la forme de produits dans les Exactement. mains de citoyens qui sont les gens qui financent la recherche. Donc Exactement. c'est un cercle hyper vertueux. Exactement. Et voilà, et ça doit encore se développer. On n'est pas encore à un Ouais. niveau où il y a assez de création d'entreprises en France. Il n'y en aura jamais Exactement. assez, mais il faut pousser. Donc allez-y si vous avez envie. Exactement, complètement d'accord. Et en plus, vraiment, moi, je suis adamant sur le fait que l'innovation, c'est le seul facteur de croissance économique. Parce qu'on a une population qui est en déclin, en gros. Il n'y a que, même quand tu regardes dans l'histoire de l'économie, ça a toujours été des révolutions industrielles, que ce soit l'électricité, la vapeur, l'AI là maintenant, enfin, tous ces trucs-là, le software avant, c'est toujours des types d'innovation qui permettent de faire des grands leaps de croissance économique. Et la croissance économique, et là c'est mon prisme, mais je ne sais pas si Dimitri s'y rattache complètement, la croissance économique est le facteur de prospérité dans l'humanité. Il n'y a jamais eu autant de paix que depuis que c'est l'économie qui règle les conflits entre guillemets, et que chacun peut tirer son épingle du jeu à mesure. Alors, est-ce que c'est une méritocratie? On pourra en parler pendant des heures. Mais Ça- globalement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire, plus un pays se sent bien d'un point de vue prospérité économique, mieux il se porte. Alors, à l'ordre zéro, je suis d'accord avec Alors, toi. zéro. À l'ordre zéro, je ne vais pas rentrer dans des Et donc, subtilités mais- l'entrepreneuriat deep tech est un vecteur d'innovation, et en ce sens. Mais en fait, là où je vais te rejoindre, c'est que on a plein de défis à résoudre aujourd'hui. Je vais pas faire de la
comment dire, de la géopolitique de comptoir. Je pense que tout le monde voit très bien de quoi je veux parler, ou évidemment le défi climatique ou des choses comme ça. Tout ce que je sais, c'est que c'est des défis qu'on est plus à même de résoudre dans une société prospère que pas prospère. Exactement. Voilà. Ça, c'est Donc, partant de là, je vais même pas aller dans des considérations morales ou politiques ou quoi que ce soit. Partant de là, toujours mieux d'être dans un contexte de prospérité pour s'attaquer à ces problèmes Oui. très difficiles. Exactement. Et oui, à l'ordre zéro, c'est drivé par l'innovation. Oui. Bref, je suis pas économiste. Non. Et puis bon, il y a la question du réchauffement climatique encore. Bon, bref. Un autre aspect, mais ça, on pourra en parler plus tard. C'était ce premier podcast. Moi, je suis très content de comment est-ce qu'on a Moi, ça me réussi fait, c'est quoi, ça à me fait remplir le plaisir slot. Ouais, ça m'a fait plaisir de faire cette petite pause. Hein, parce que Ouais, encore, franchement, c'était pas du tout. pas- C'était juste un kiff, quoi. Ouais, franchement, c'était J'espère que ça juste se un ressentira à la vidéo. truc. Ouais, Et, on verra. Hein. Et voilà. Puis, De écoute, toute façon, c'est qu'un premier shoot. exactement. Prochaine session soon. Et voilà, hâte Voilà. d'avoir vos commentaires, vos retours. Et à très vite. Ciao. Allez, bye.